À l'aéroport, on a annulé mon billet, mes parents m'ont traité de perdante et m'ont envoyé en bus jusqu'à ce que leur visage blêmisse. Secret, vengeance, vérité. Je me tiens devant le comptoir d'enregistrement de l'aéroport de Portland et je n'arrive pas à croire ce que j'entends. La jeune fille en uniforme bleu me regarde avec compassion, mais ses paroles ne m'apaisent pas pour autant. Je suis désolée, mais votre billet a été annulé. Je vérifie mon téléphone, pensant qu'il s'agit d'une erreur. Mais au lieu d'une erreur, je vois deux messages. Le premier vient de ma mère. Bonne promenade jusqu'à la maison, loser. Le second vient de mon père. Arrête de faire semblant d'être pauvre, prends le bus comme prévu. Mes mains tremblent lorsque je relis ces lignes. Ils ont vraiment annulé mon billet. Mes propres parents. Une vengeance parce que je ne suis pas venue au dîner familial d'hier où l'on fêtait la nouvelle promotion de ma sœur aînée, Cindy. Elle est désormais associée principale dans le cabinet d'avocat de mon père. Encore une victoire pour la fille parfaite. Je m'éloigne du comptoir et m'assois sur un banc froid près de la baie vitrée. Derrière la vitre, les avions décollant dans le ciel du soir et je suis assise là, mon sac sur les genoux, essayant de ne pas pleurer. Je dois absolument me rendre à Seattle, c'est l'anniversaire de ma tante Lucie, la seule personne de la famille qui ne m'a jamais comparée à Cindy. J'ai 29 ans, je suis responsable de la pizzeria Ronnie's, je vis dans un studio à la périphérie de Portland, je conduis une vieille Toyota que j'ai achetée moi-même. Je ne suis ni avocate, ni médecin, ni celle que mes parents voulaient que je sois. Et pour cela, ils me punissent depuis 10 ans. Le souvenir ressurgit avec force, comme un choc électrique. J'ai 19 ans, je suis assise à la table du salon de la maison familiale. Devant moi, les résultats de l'examen d'entrée à la faculté de droit. Je n'ai pas assez de points, ma mère me regarde comme si j'avais tué quelqu'un, papa reste silencieux, comme toujours. Comment as-tu pu? La voix de maman tremble de colère. Cindy a réussi du premier coup, avec la meilleure note. J'essaie d'expliquer que je n'ai pas dormi pendant 2 semaines, qu'elle me surveillait tous les soirs, exigeant que j'étudie encore et encore, que j'ai simplement craqué pendant l'examen. Mais elle ne m'écoute pas. Elle a déjà pris sa décision. Je suis une ratée et tout ce que je ferai à partir de maintenant ne fera que le confirmer. Il y a environ 5 ans, j'ai essayé de suivre des cours de gestion. Je voulais ouvrir mon propre commerce, peut-être un petit café. Ma mère m'a alors dit: pourquoi gaspiller de l'argent pour tes fantasmes? Tu ferais mieux de nous aider à rénover la maison au bord du lac. Je les ai aidés, ils ont rénové, et on m'a dit que ce n'était pas le moment de penser à créer une entreprise et qu'il fallait économiser. Je sors de l'aéroport et me dirige vers l'arrêt de bus. Le billet pour Seattle coûte 2 fois mon salaire. Je paye sans hésiter, je ne leur donnerai pas la satisfaction de penser qu'ils m'ont brisé. Le bus est presque vide. Je m'assois près de la fenêtre et regarde Portland disparaître derrière moi. Quelques rangées plus loin, un homme d'une trentaine d'années, vêtu d'un t-shirt noir et d'un jean, est assis. Il travaille sur son ordinateur portable, fronçant parfois les sourcils. Lorsque le bus s'arrête à la station-service, il s'approche de moi. Excusez-moi, mais vous bloquez le mot de passe du Wi-Fi. Pourriez-vous vous déplacer un peu? Je le regarde. Cheveux clairs, yeux gris, expression fatiguée. Bien sûr, voilà. Il regarde le mur, écrit quelque chose sur son téléphone et sourit. C'est mieux que rien. Merci. Au fait, je m'appelle Nolan. Mary, il s'assoit de l'autre côté de l'allée et se connecte au réseau. Nous restons silencieux pendant 10 minutes jusqu'à ce que le bus reprenne sa route. Puis il demande prudemment: tu vas à Seattle, à Billingham, ma tante y habite. Moi aussi, j'y vais presque. Mount Vernon, un projet de 2 semaines. La conversation s'engage naturellement. Nolan est programmeur freelance, il travaille à domicile mais se rend parfois chez ses clients. Il dit avoir quitté son entreprise il y a 3 ans car il ne supportait plus l'atmosphère toxique. Je lui parle de mon travail, de la pizzeria où je prends les commandes, coordonne les livraisons et résous parfois les conflits entre les livreurs et les clients. On dirait un travail où il faut avoir les nerfs solides, dit-il. Ce n'est pas la chose la plus difficile de ma vie. Il me regarde plus attentivement. Ta famille, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais les mots sortent tout seuls. Je lui parle du billet annulé, du message de mes parents, du fait qu'ils ne me pardonneront jamais de ne pas être devenue comme Cindy. Nolan écoute en silence, sans m'interrompre. Quand je me tais, il regarde longuement par la fenêtre, puis dit: je ne parle plus à ma mère depuis 5 ans. Oh, elle aussi aimait me comparer aux autres, à mon cousin, au fils de la voisine, à tous ceux qui étaient meilleurs. Quand j'ai quitté l'entreprise, elle m'a dit que je gâchais ma vie. C'est là que j'ai compris, elle n'avait pas besoin de moi. Elle avait besoin d'une version de moi dont elle pourrait se vanter auprès de ses amis. Ces paroles me touchent profondément. Je n'avais jamais pensé à cela, mais c'est exactement ce que je ressens. Les parents n'ont pas besoin de Mary, ils ont besoin de la deuxième Cindy qu'ils n'ont pas eue. Nous discutons encore 1 heure jusqu'à ce que le crépuscule laisse place à la nuit, puis Nolan retourne à son ordinateur portable et je regarde par la fenêtre. Les villes, les forêts et les stations-service défilent. Quelque part là-bas, devant nous, se trouvent Billingham et tante Lucie, qui a toujours été pour moi ce que mes parents auraient dû être. Le bus arrive tard dans la soirée, vers 23 heures. Nolan descend avec moi et prend son sac à dos. Tiens bon, Mary, je sais ce que c'est, alors reste toi-même et n'abandonne pas. Je le regarde se diriger vers la station de taxi, puis je compose le numéro de ma tante. Elle répond après la troisième sonnerie. Mary, tu es déjà arrivée. Oui, tante Lucie, désolée d'être en retard. Ne sois pas bête, j'arrive tout de suite. 10 minutes. L'hôtel de ma tante est une petite maison de 3 étages à la périphérie de Billingham avec des balcons en bois et une enseigne Farrell House. Lucie m'accueille dans le hall, me serre chaleureusement dans ses bras sans poser de questions inutiles. Elle est toujours comme ça, elle comprend sans qu'il soit nécessaire de parler.
Pendant le dîner dans la petite cuisine au deuxième étage, je lui parle de l'aéroport, de mes parents. Lucie écoute, hoche la tête, fronce parfois les sourcils. Ils n'ont jamais changé, dit-elle quand je me tais. Janet a toujours été comme ça, même quand tu étais toute petite. Nous restons silencieuses pendant quelques minutes, buvant notre thé. Puis Lucie me demande soudain: Tu te souviens de ta grand-mère Lenore? La mère de ta mère? J'essaie de me souvenir. Son visage est flou comme une vieille photo. J'étais si petite quand elle est morte. À peine, j'avais 4 ans. Lucie sourit tristement. Elle t'aimait beaucoup, même plus que Cindy, même si c'était injuste pour l'aînée. C'est tellement dommage qu'elle soit morte si tôt. Elle disait toujours qu'elle te laisserait quelque chose de spécial. Tu ne veux pas me dire ce que c'était si ce n'est pas un secret? Je la regarde avec étonnement. Moi, rien, mes parents n'ont jamais parlé d'héritage. Lucie s'arrête, la tasse à la main. Comment ça, rien? Lénora a laissé un testament. Je le sais car j'étais présente lors de sa lecture. Un frisson me parcourt le dos. Tante, je n'ai rien reçu. Maman m'a dit que grand-mère avait tout dépensé pour ses soins avant de mourir. Lucie reste silencieuse, me regarde longuement et attentivement. Puis elle dit: Je vais fouiller dans mes anciens contacts, je vais découvrir ce qu'il est advenu des biens de ta grand-mère. Parce que quelque chose ne va vraiment pas ici. Le soir, allongée dans la petite chambre d'amis, je n'arrive pas à dormir. Mes pensées tournent autour des paroles de ma tante. Un héritage, un testament, pourquoi mes parents n'en ont-ils jamais parlé? Le téléphone vibre sur la table de chevet, un message provenant d'un numéro inconnu. Comment s'est passé le voyage? Si tu veux discuter autour d'un croissant, envoie-moi un message. C'est Nolan. Je souris dans l'obscurité et réponds: Demain? La réponse arrive presque instantanément. D'accord. Je pose le téléphone et regarde le plafond. Quelque chose a changé aujourd'hui. Je ne sais pas quoi exactement, mais je sens que ma vie ne sera plus jamais comme avant. Le matin à Billingham commence par un brouillard qui descend lentement des collines vers la baie. Je suis assise sur le balcon de l'hôtel de ma tante avec une tasse de café, regardant la ville se réveiller. Mon téléphone est posé sur la table et je vérifie mes messages de temps en temps. Nolan m'a envoyé l'adresse du café, le Driftwood, sur le front de mer, à midi. Lucie sort sur le balcon et s'assoit à côté de moi. Elle porte un vieux pull, ses cheveux sont en bataille et son visage est fatigué. Tu n'as pas dormi? Lui demandai-je. Un peu, je pensais à ce que tu m'as raconté hier, à grand-mère Lenore. Elle reste silencieuse quelques secondes, boit son café, puis sort son téléphone. J'ai appelé une vieille connaissance, Helen Reader. Elle était avocate à Portland il y a 30 ans. Elle se souvient de ta grand-mère. Mon cœur bat plus fort. Et qu'a-t-elle dit? Que Lenora avait effectivement laissé un testament, une maison à Portland et environ 250 000 dollars. La majeure partie devait te revenir à tes 18 ans. Janet recevait 50 000 dollars, le reste t'était destiné. Je ne peux plus respirer, 250 000 dollars, c'est plus que ce que j'ai gagné en 10 ans de travail. Mais pourquoi je n'ai rien reçu? Lucie fronce les sourcils. Hélène dit que les documents ont disparu du dossier il y a 25 ans. Quelqu'un les a pris dans les archives. Sans testament, l'héritage est automatiquement revenu à la parente la plus proche, ta mère. Un frisson me parcourt le corps. Ils ont volé mon héritage. Je n'en suis pas sûre, Mary, mais cela semble très suspect. Hélène dit qu'on peut essayer de rouvrir le dossier si on trouve des preuves. Des copies de documents, des relevés bancaires, quelque chose comme ça. Je me lève, sentant mes mains trembler. Je dois leur parler. Sois prudente. Si c'est vrai, ils ne l'admettront pas facilement. À midi, je suis assise à Driftwood, près de la fenêtre, regardant la baie. Le café est petit, il sent bon les viennoiseries fraîches et le café. Nolan arrive 5 minutes plus tard et s'assoit en face de moi. Il porte une chemise grise, ses cheveux sont légèrement humides après la douche. Bonjour, tu as bien dormi? Pas vraiment. Nous commandons du café et des croissants. Nous restons silencieux pendant un moment en regardant l'eau, puis Nolan demande: Tu veux en parler? Et je raconte. Je parle de grand-mère Lenore, du testament, de l'argent qui aurait dû être à moi. Nolan écoute attentivement, sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il reste longtemps silencieux, puis dit: C'est grave, Mary. Si tes parents ont vraiment détourné l'héritage, c'est un crime. Je sais, mais comment vais-je le prouver? Les documents ont disparu. Il doit y avoir des copies, des relevés bancaires, des reçus, quelque chose comme ça. S'ils ont dépensé cet argent, il doit y avoir des traces. Il a raison. Je sors mon téléphone, je compose le numéro de ma mère. Elle répond après la sixième sonnerie. Qu'est-ce que tu veux? Sa voix est sèche, impatiente. Maman, je voudrais te poser une question au sujet de grand-mère Lenore. Pause. Je l'entends tirer une bouffée de cigarette. Quelle question? Au sujet de l'héritage, tante Lucie dit que grand-mère a laissé un testament. J'ai le droit de savoir ce qu'il contenait. Rire, court, méchant. Quel argent? Ta grand-mère n'a rien laissé. Tout a été dépensé pour payer les dettes, les funérailles, les médecins, mais l'avocat dit le contraire. Quel avocat? Mary, tu délires. Grand-mère est morte il y a 25 ans. Pourquoi tu remues tout ça? On entend la voix de papa en arrière-plan, quelque chose d'indistinct. Je veux juste connaître la vérité. La vérité, c'est que tu es une enfant ingrate. Nous t'avons tout donné et tu nous accuses de quelque chose comme ça. Elle ne termine pas sa phrase et raccroche simplement. Je reste assise avec le téléphone dans la main, les yeux fixés sur l'écran noir. Nolan me regarde avec compassion. Elle nie, oui, elle dit qu'il n'y a rien eu. Et tu la crois? Je le regarde dans les yeux. Non, nous restons encore 1 heure dans le café à parler d'autre chose. Nolan me raconte son travail, comment il s'est épuisé dans une grande entreprise.
Il dit qu'il travaillait 16 heures par jour, qu'il ne voyait pas sa famille, qu'il n'avait pas de temps pour lui. Un jour, il a craqué. Crise de panique au bureau, ambulance, hôpital. Le médecin m'a dit que si je ne changeais pas de rythme de vie, je mourrais avant 40 ans. J'ai alors compris qu'il fallait choisir. Soit l'argent, soit la vie. J'ai choisi la vie. Et comment vas-tu maintenant? Il sourit. C'est parfois difficile. Parfois, je manque d'argent, parfois j'ai peur de perdre mes clients, mais je dors tranquille, et cela n'a pas de prix. Ces paroles me touchent profondément. Parfois, il faut perdre quelque chose pour trouver autre chose. Il a perdu son travail, mais il s'est trouvé. Et moi, qu'ai-je perdu et que puis-je trouver? Je retourne à l'hôtel après le déjeuner. Lucie m'accueille dans le hall, les yeux brillants. Mary, Hélène a rappelé, elle a trouvé quelque chose. Elle me tend une feuille de papier, une copie d'un vieux document. C'est une copie du testament de grand-mère Lénora. Il y est clairement écrit: la maison située au 247 Clinton Street, 247 000 dollars sur un compte bancaire. Tout cela revient à Mary Alice Caldwell lorsqu'elle atteindra l'âge de 18 ans. Janet Caldwell recevra 50 000 dollars en un seul versement. Je relis le document encore et encore, n'en croyant pas mes yeux. Où Hélène a-t-elle trouvé cette copie? Elle conservait les archives de toutes les affaires, au cas où. Elle dit que ce n'est pas un document officiel, mais qu'il peut servir de preuve s'il existe d'autres confirmations. Je regarde la date au bas du document, le 17 juillet 2002. J'avais 4 ans à l'époque. Ma grand-mère est décédée 2 mois après. Je dois aller à Portland. Maintenant? Oui, je dois trouver des preuves. Si mes parents ont dépensé cet argent, il doit y avoir des traces. Lucie me regarde longuement, puis me serre dans ses bras. Sois prudente, ma fille. Je pars de Billingham dans la soirée. Le trajet jusqu'à Portland dure environ 3 heures. Pendant tout ce temps, je réfléchis à ce que je vais dire à mes parents, à la façon dont ils pourront me regarder dans les yeux quand je leur montrerai le document. J'arrive chez eux vers 22 heures. Seul le rez-de-chaussée est éclairé. Papa sort sur le porche quand je me gare devant l'entrée. Mary, qu'est-ce que tu fais ici? Je dois vérifier quelque chose, dans le garage. Il me regarde avec étonnement mais ne proteste pas. Il ouvre la porte du garage et allume la lumière. Que cherches-tu exactement? De vieux papiers, des documents financiers. Tu sais bien que maman garde tout. Il hoche la tête, me regarde avec suspicion, mais ne pose pas d'autres questions. Il rentre dans la maison, me laissant seul. Le garage est grand, encombré de cartons, de vieux meubles, d'outils. Je trouve des cartons portant l'inscription Documents sur l'étagère du fond. J'ouvre le premier. Relevé bancaire, reçu, ancienne déclaration fiscale. Je fouille pendant 1 heure jusqu'à ce que je trouve ce que je cherche, les documents relatifs à la maison au bord du lac. Date d'achat, le 19 septembre 2002. Prix, 160 000 dollars, un mois après la mort de ma grand-mère. Je trouve ensuite les reçus de paiement de l'école privée de Cindy. 30 000 dollars par an à partir de 2003. Puis des relevés du compte bancaire de mon père, des sommes importantes transférées précisément à cette période. Je photographie tout avec mon téléphone. Mes mains tremblent, mon cœur bat si fort que j'ai mal quand je respire. Ce sont des preuves. Ils ont dépensé mon argent pour la maison, pour l'école de Cindy, pour leur vie. Et on m'a dit qu'il n'y avait rien. J'entends le bruit d'un moteur, une voiture s'approche de la maison, c'est maman, elle rentre toujours tard du travail, je range rapidement les documents dans la boîte, mais je n'ai pas le temps de la remettre à sa place. La porte du garage s'ouvre, maman entre, elle sort de la voiture et me regarde, puis sur la boîte dans mes mains, puis sur les documents que je tiens. Son visage pâlit, ses yeux s'écarquillent. Qu'est-ce que tu fais? Sa voix est aiguë, elle crie presque. Je me lève lentement, les papiers dans les mains. Je cherche la vieille vérité. Pose ça tout de suite. Pourquoi? Tu as peur que je découvre comment vous avez volé l'héritage. Elle fait un pas vers moi, le visage rouge de colère. Nous n'avons rien volé, c'était l'argent de la famille. Nous l'avons dépensé pour la famille. Pour la maison au bord du lac, pour l'école privée de Cindy. Et qu'est-ce qui me reste? À toi, tu ne te souviens même pas de ta grand-mère. Tu étais trop petite. Cet argent a servi à te donner un toit, de la nourriture, des vêtements. C'est faux, grand-mère a laissé un testament. Une partie devait me revenir quand j'aurai 18 ans. Mais vous avez retiré les documents des archives, vous avez falsifié les papiers et vous avez dépensé mon argent. Elle se tait, respire difficilement. Puis elle fait un pas vers moi et je vois quelque chose d'effrayant dans ses yeux. Ce n'est ni de la colère ni de la honte, c'est de la peur. Si tu en parles à quelqu'un, je te détruirai. J'ai des relations. Je ferai en sorte que personne ne t'écoute. Je la regarde longuement, puis je me dirige vers la sortie. Je passe devant elle sans me retourner. Elle crie quelque chose derrière moi, mais je n'écoute pas. Je m'assois dans la voiture, démarre le moteur et pars sans regarder dans le rétroviseur. Le téléphone sonne alors que je suis déjà sur l'autoroute. C'est Nolan. Mary, comment ça va? J'ai trouvé des preuves. Ils ont volé mon argent. Tu en es sûre? Oui. Et maintenant, je sais quoi faire. Il reste silencieux pendant quelques secondes. Sois prudente. Les gens capables de faire ça n'abandonneront pas facilement. Je sais, je raccroche et regarde la route devant moi. La lumière des phares fend l'obscurité et je roule sans savoir ce qui m'attend là-bas. Mais une chose est sûre, la guerre ne fait que commencer. Le cabinet d'avocats de Stephen Lancaster est situé dans le centre de Portland, au 5e étage d'un vieil immeuble en briques. Je suis assise dans la salle d'attente, un dossier rempli de documents imprimés sur les genoux. Mes mains tremblent légèrement, non pas de peur mais d'anticipation. Tante Lucie m'a recommandé Lancaster comme l'un des meilleurs avocats en matière d'héritage. Elle m'a dit qu'il était cher mais que s'il y avait quelqu'un qui pouvait m'aider, c'était bien lui. La secrétaire, une femme d'une cinquantaine d'années à la coiffure soignée, me fait signe. Monsieur Lancaster est prêt à vous recevoir.
J'entre dans le bureau. Lancaster est un homme d'une soixantaine d'années, aux cheveux gris, vêtu d'un costume bleu foncé. Mary Caldwell, asseyez-vous, je vous en prie. Je m'assois en face de son bureau et pose mon dossier devant moi. Lancaster me regarde attentivement, les mains posées sur la table. Votre tante Lucie m'a exposé la situation dans les grandes lignes, mais j'aimerais que vous me donniez plus de détails. Je lui raconte tout. Je lui parle de grand-mère Lenore, du testament, de la disparition des documents des archives. Je lui parle de la maison au bord du lac, de l'école privée pour Cindy, des relevés bancaires que j'ai trouvés dans le garage de mes parents. Lancaster écoute en silence, prenant des notes de temps à autre. Quand j'ai terminé, il me demande de lui montrer les documents. Je pose tout sur la table, la copie du testament de Hélène, les photos des relevés bancaires, les documents relatifs à la maison au bord du lac, les reçus de paiement de l'école. Lancaster examine chaque document, le regarde parfois à la lumière, vérifie les dates et les montants. 15 minutes s'écoulent avant qu'il ne pose la dernière feuille et me regarde. L'affaire est compliquée, dit-il lentement. Vous avez une copie du testament, mais ce n'est pas l'original. Vous avez des photos des documents, mais pas les documents eux-mêmes. Le tribunal pourrait les juger insuffisants comme preuve. Mon cœur se serre. Cela signifie-t-il que je ne peux rien faire? Je n'ai pas dit cela. Il y a des chances, mais vous avez besoin de preuves supplémentaires. Un témoin qui peut confirmer l'existence du testament ou les documents originaux que vos parents ont peut-être conservés quelque part. L'avocat qui a rédigé le testament, il est décédé il y a 5 ans, j'ai vérifié. L'interrompt-il. Ces archives ont été transférées aux archives nationales. Mais le dossier de votre grand-mère n'y figure pas. Quelqu'un a vraiment pris les documents. Je reste silencieuse, essayant de rassembler mes pensées. Lancaster me regarde avec compassion, puis repousse les papiers. Mary, je peux intenter un procès sur la base de ce que vous avez, mais sans preuves supplémentaires, vos chances de gagner sont d'environ 30%, peut-être moins. Vos parents engageront un bon avocat et il détruira votre affaire. Il dira que tout cela est faux, que vous avez inventé cette histoire pour obtenir de l'argent. 30%, c'est mieux que zéro, dis-je doucement. Il sourit faiblement. C'est vrai, mais un procès coûte de l'argent. L'affaire peut durer des mois, voire un an, préparation des documents, audience, appel si nécessaire. Êtes-vous sûr de vouloir vous engager dans cette voie? Je regarde les documents sur la table, les sommes qui auraient dû être miennes, les années que j'ai perdues à vivre dans un appartement exigu, à travailler 2 fois plus, à essayer de mettre un peu d'argent de côté. Et eux, ils vivaient dans une maison au bord du lac, partaient en vacances, payaient une école privée, avec mon argent dont je n'ai rien touché. Oui, j'en suis sûr. Lancaster hoche la tête, prend un stylo. Très bien, je vais alors commencer à préparer les documents. Mais Mary, vous devez comprendre que ce sera difficile, pas seulement financièrement, émotionnellement aussi. Vos parents vont se battre, ils vont essayer de faire de vous une voleuse, une menteuse, une fille ingrate. Êtes-vous prête pour cela? Je suis prête, réponds-je, même si j'ai le cœur serré. Les 2 semaines suivantes sont consacrées à des discussions avec Lancaster, à la préparation des documents, à la recherche de témoins. J'appelle des personnes qui connaissaient grand-mère Lénora, j'essaie de trouver quelqu'un qui se souvienne du testament. Mais 25 ans ont passé, beaucoup sont morts, beaucoup ont déménagé, beaucoup ne s'en souviennent tout simplement pas. Une femme, Ruth Keller, me dit au téléphone: Lénora était une personne extraordinaire, mais le testament, ma chère, je ne savais même pas qu'elle avait de l'argent, elle a toujours été modeste. Un autre homme, Daniel Fox, ancien voisin de la grand-mère, dit: Je me souviens qu'après sa mort, Jeannette a vendu la maison très rapidement. Cela m'a semblé étrange car Lénora disait toujours qu'elle voulait laisser la maison à sa petite fille. Mais je pensais qu'elle parlait de l'aîné. Je note tout, mais je comprends que cela ne suffit pas. J'ai besoin de preuves tangibles, pas de souvenirs. Un soir, je suis chez moi, je regarde mon ordinateur portable, je relis d'anciennes notes sur ma grand-mère. Je cherche tout ce qui pourrait m'aider. Le téléphone sonne, c'est un numéro inconnu. Allô? Une voix masculine, rauque, âgée. Mary Caldwell? Oui, qui est-ce? Je m'appelle Trace Holloway. J'ai entendu dire que vous fouillez dans le passé de vos parents. Si c'est le cas, vous devriez me parler. Mon cœur s'emballe. Comment savez-vous cela? Il tousse, puis dit: À Portland, tout le monde sait tout si vous savez à qui vous adresser. Je suis un ancien associé de ton père. Nous avons travaillé ensemble pendant plus de 20 ans et je sais des choses que tu devrais savoir. Quelle chose? Pause. Je l'entends tirer une bouffée de sa cigarette. Pas au téléphone, on se voit demain. Tu connais le Starbucks sur Gleason Street à 3 heures de l'après-midi. J'y serai. Bien. Et Mary, viens seule. Il raccroche. Je reste assise, le téléphone à la main, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Qui est ce Trace Holloway? Pourquoi m'appelle-t-il maintenant? Et que sait-il? Le lendemain, je vais au travail, mais je n'arrive pas à me concentrer. Je prends les commandes, je coordonne les livraisons, mais mes pensées reviennent sans cesse à cet appel. Devin, mon patron, le remarque. Mary, ça va? Tu as l'air distraite? Désolée, j'ai juste beaucoup de choses en tête. Il hoche la tête, n'insiste pas. Devin a toujours été un bon patron, il ne se mêle pas de ma vie privée, mais il n'est pas indifférent. À 3 heures de l'après-midi, je suis assise à la fenêtre du Starbucks. Le café est presque vide. Quelques étudiants devant leurs ordinateurs portables, une femme avec une poussette, un homme âgé qui lit le journal. Je regarde la porte, j'attends. À 3h15, un homme entre, il a 50 ans, peut-être plus. Il est maigre, son visage est gris, ses yeux sont fatigués. Il regarde autour de lui, me remarque et s'approche. Mary, monsieur Holloway? Il s'assoit en face de moi, pose un paquet de cigarettes et un briquet sur la table. La serveuse s'approche, il commande un café noir, je demande un autre americano. Nous restons silencieux jusqu'à ce qu'elle apporte notre commande et s'éloigne. Merci d'être venu.
dit-il en buvant son café à petites gorgées. Vous avez dit que vous saviez quelque chose sur mon père. Il sourit, mais son sourire n'est pas chaleureux. Ton père, c'est Howard Caldwell. Nous étions associés dans le secteur du bâtiment il y a 25 ans. Nous avions une petite entreprise, nous construisions des maisons sur commande. Rien d'extraordinaire, mais nous gagnions bien notre vie. Et que s'est-il passé? Ton père a décidé qu'il voulait plus. Il a vu une maison près du lac Oswego, une belle et grande maison avec vue sur l'eau. Il a décidé de l'acheter. Il a contracté un gros emprunt en garantissant notre entreprise sans me consulter. Il prévoyait de revendre la maison avec un bénéfice dans un an ou deux. Mais le marché s'est effondré et il s'est retrouvé avec un prêt qu'il ne pouvait pas rembourser. Il boit son café, regarde par la fenêtre. Je me souviens de cette époque. Il paniquait. Il venait me voir, me disait que la banque allait saisir la maison, que sa femme allait le tuer si elle l'apprenait. Janet n'était pas au courant du crédit, tu comprends. Il l'avait contracté en secret, pensant qu'il aurait le temps de tout rembourser. Et puis tout à coup, il s'est calmé. Il est venu un jour, il souriait, il a dit qu'il avait résolu le problème. Comment? Trace me regarde longuement. Il se vantait d'avoir reçu un héritage de sa belle-mère qui venait de mourir. 250 000 dollars. Je lui ai demandé d'où venait cette somme. Il a dit que sa belle-mère avait tout laissé à sa femme. Je l'ai cru. Pourquoi pas? Les gens meurent, laissent de l'argent, rien d'étonnant, un frisson me parcourt le corps, mais ce n'était pas sa femme, ça aurait dû être moi. Oui, je l'ai appris plus tard. 5 ans plus tard, quand nous nous sommes séparés en tant que partenaires, Howard a bu un soir, nous fêtions la conclusion d'un gros contrat. Il s'est mis à parler, il a dit la vérité, que l'héritage était à toi, que grand-mère avait laissé un testament dans lequel tout était légué. Mais Janet et Howard ont pris les documents dans les archives du notaire, ont falsifié les papiers, ont fait comme si le testament n'existait pas. L'héritage est automatiquement revenu aux plus proches parents, à Janet. Ils ont reçu l'argent, remboursé le crédit et acheté 2 autres biens immobiliers pour les louer. Mes mains se crispent en point sous la table, j'ai envie de crier, mais je me force à rester silencieux. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Trace me regarde longuement, puis tire une bouffée de sa cigarette, bien qu'il soit interdit de fumer dans le café. La serveuse le regarde sévèrement, il éteint sa cigarette dans son café à moitié bu. Parce que j'avais moi-même des cadavres dans le placard, évasion fiscale, fausses factures, tout ça. Howard était au courant. Il m'a laissé entendre que si je parlais à quelqu'un de l'héritage, il irait voir le fisc. J'ai eu peur, j'avais une femme, 2 enfants, une entreprise, je ne pouvais pas prendre de risques. Alors je n'ai rien dit. Il tousse longuement, difficilement, il sort un mouchoir, s'essuie les lèvres. Je remarque des taches rouges sur le mouchoir. Mais maintenant, je m'en fiche. J'ai un cancer au stade 4. Les médecins disent que j'ai 6 mois, peut-être moins. La chimiothérapie ne fonctionne pas. Je suis en train de mourir, Mary. Et je ne veux pas partir avec ce fardeau. Je le regarde, j'essaie de comprendre pourquoi il est là, pourquoi il me raconte tout ça. J'ai des copies des documents, dit-il doucement, en regardant autour de lui comme s'il craignait que quelqu'un l'entende. Howard m'avait demandé de les conserver au cas où il y aurait un contrôle fiscal. Le testament original, les faux papiers, les virements bancaires. Tout. Il pensait que je les avais détruits il y a 15 ans, quand nous nous sommes séparés. Mais j'en ai fait une copie au cas où. On ne sait jamais quand on aura besoin d'une assurance. Mon cœur bat si fort que j'ai du mal à respirer. Pourquoi m'aidez-vous? Trace me regarde et je vois quelque chose de sombre et de vieux dans ses yeux. Parce que je suis en train de mourir et cette salope, sans vouloir t'offenser, a couché avec ma femme dans mon dos il y a 20 ans, quand nous étions encore partenaires. Je l'ai découvert par hasard. Je les ai vus dans une voiture près d'un motel à la sortie de la ville. À l'époque, je ne pouvais rien faire d'autre que l'envoyer chier et lui casser la gueule. Nous nous sommes séparés en tant que partenaires, nous avons partagé l'entreprise. Mais maintenant, je serais ravie de l'envoyer en enfer et de me débarrasser d'un peu de ce poids. Après tout, ce n'est pas son argent. Si tu récupères son argent, on sera quitte. Il sort une enveloppe de sa poche et la pose sur la table entre nous. Tout ce dont tu as besoin est là, mais il y a une condition. Laquelle? Ne cite pas mon nom en public. J'ai une femme, des enfants, des petits-enfants. Je ne veux pas qu'ils découvrent de tous mes péchés après ma mort. Ils pensent que j'étais un homme bon, qu'ils continuent à le croire. Tu peux utiliser ces documents au tribunal, mais dis que tu les as trouvés toi-même ou que tu les as reçus anonymement. Marché conclu? Je regarde l'enveloppe, puis lui. Marché conclu. Il se lève, prend un paquet de cigarettes et un briquet. Bonne chance, Mary, et ne le laisse pas s'en tirer à bon compte. Il ne le mérite pas. Il sort du café sans se retourner. Je reste assis avec l'enveloppe dans les mains, n'osant pas l'ouvrir tout de suite. Autour de moi, la vie suit son cours. Des étudiants tapent à l'ordinateur, une femme donne le biberon à son bébé, une serveuse essuie les tables, et moi je tiens entre mes mains quelque chose qui pourrait tout changer. Je déchire lentement le bord de l'enveloppe, j'en sors les papiers. La première feuille est le testament original de grand-mère Lénora. Je vois sa signature en bas, la date, le 17 juillet 2002. Je lis le texte. Moi, Lenora Mills est en scène d'esprit, lègue toute ma fortune, y compris la maison située au 143 Clinton Street et le compte bancaire numéro. Suivent des chiffres. À ma petite fille Mary Alice Caldwell, ma fille Janet Caldwell recevra une somme forfaitaire de 50 000 dollars.
La deuxième feuille est un faux document. C'est le même testament, mais le texte a été modifié. Il y est écrit que tout revient à Janet. La signature de ma grand-mère est légèrement différente. Quelqu'un a essayé de la copier, mais sans grand succès. La date est différente. Le 23 juillet 2002, une semaine avant le décès de ma grand-mère. La troisième page contient les virements bancaires. 247 000 dollars ont été transférés du compte de Lenora Mills vers celui de Janet et Howard Caldwell. La date est le 15 septembre 2002, un mois après la mort de ma grand-mère. La quatrième feuille est un reçu pour l'achat d'une maison au bord du lac. La date est le 19 septembre. Montant 210 000 dollars, tout concorde, toutes les preuves sont là. J'appelle Lancaster le soir même. Il me dit de venir le lendemain matin. Je passe la nuit blanche, relis les documents encore et encore, essayant de me convaincre que ce n'est pas un rêve. Quand j'arrive au bureau de Lancaster, il m'attend déjà. Je lui remets l'enveloppe. Il examine les papiers pendant 2 heures, vérifiant chaque signature, chaque date, chaque chiffre. Parfois, il approche les feuilles de la lumière, compare les signatures, écrit quelque chose sur une feuille séparée. Je m'assois et j'attends, buvant le café que la secrétaire m'a apporté. Le temps passe lentement, c'est insupportable. Enfin, Lancaster pose la dernière feuille et me regarde. Son visage est sérieux, mais ses yeux trahissent une certaine satisfaction. Cela change tout, dit-il. Avec ces preuves, vous avez une chance réelle de gagner. Je dirais 70%, peut-être 80%. Vous en êtes sûr? Oui, nous avons le testament original, le document falsifié, les virements bancaires, les reçus. Tout cela forme un tableau clair. Vos parents se sont appropriés l'héritage qui vous revenait de droit. C'est un crime. Il marque une pause, me regarde attentivement. Mais vous devez vous préparer à une guerre. Ce sera difficile, Mary, très difficile. Je suis prête. Lancaster hoche la tête. Alors commençons, je vais préparer la plainte. Dans une semaine, nous irons au tribunal. La semaine suivante passe comme dans un brouillard, je travaille, j'essaie de mener une vie normale, mais mes pensées reviennent sans cesse à cette affaire. Nolan m'appelle plusieurs fois pour prendre de mes nouvelles. Je lui parle de traces, des documents, il écoute en silence, puis dit: Sois prudente, Mary. Les gens qui sont capables de faire ça peuvent faire des choses imprévisibles. Ne reste pas seule trop longtemps et ne leur fais pas confiance, quoi qu'il arrive. Je sais qu'il a raison, mais il est déjà trop tard pour faire marche arrière. Lundi, Lancaster m'appelle. La plainte a été déposée. L'audience est fixée au 19 octobre. Vos parents recevront la convocation aujourd'hui dans la soirée. Je raccroche, m'assois sur le canapé et fixe le mur. C'est fait. La guerre a commencé, je ne ressens pas de peur, mais un calme étrange. Un calme froid et dur, j'ai fait mon choix. Et maintenant, j'irai jusqu'au bout. Le téléphone sonne 1 heure plus tard, c'est maman, je décroche et j'entends un cri. Qu'est-ce que tu as fait? Tu nous as poursuivis en justice? Oui, tu es folle, tu détruis ta propre famille. Vous l'avez détruite il y a 25 ans quand vous avez volé mon argent. Nous n'avons rien volé, c'était l'argent de la famille. Je raccroche. Mes mains tremblent, mais à l'intérieur, je ressens toujours le même calme. Je n'ai pas peur. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je n'ai pas peur d'eux. Je me lève, je m'approche de la fenêtre, je regarde la ville le soir. Quelque part, mes parents lisent la convocation, appellent leurs avocats, se préparent à la guerre. Quelque part, Cindy apprend le procès et décide de quel côté se ranger. Quelque part, Trace Holloway fume une cigarette et compte les derniers mois de sa vie. Et moi, je suis là, dans mon petit appartement, et pour la première fois depuis des années, j'ai le sentiment de faire quelque chose de bien. Pas pour eux, pour moi. Et quoi qu'il arrive ensuite, je ne suis plus la Mary que j'étais il y a un mois. Je ne suis plus la petite fille qui a peur de décevoir ses parents. Je suis une femme qui se bat pour ses droits, pour son avenir, pour sa dignité, et je n'ai pas l'intention de perdre. La première audience est prévue pour le 19 octobre. Je me réveille à 6 heures du matin, alors que l'audience n'est qu'à 9 heures. Je n'arrive pas à dormir, je reste allongée à regarder le plafond, repassant dans ma tête tout ce qui pourrait arriver. Lancaster m'a préparé pendant 2 semaines, m'expliquant quelles questions pourraient m'être posées, comment y répondre, comment me comporter. Mais maintenant que le jour est venu, je sens mes mains trembler. J'enfile la seule robe bleu foncé que je possède, je me regarde dans le miroir, mon visage est pâle, j'ai des cernes sous les yeux. J'essaie de me maquiller un peu, mais mes mains ne m'obéissent pas. Finalement, je me contente de m'attacher les cheveux en queue de cheval et je pars. Le bâtiment du tribunal est gris, austère, avec des colonnes à l'entrée. Lancaster m'attend sur les marches, vêtu d'un costume noir, une mallette à la main. Tu es prête? Me demande-t-il. Autant que possible. Nous entrons. La salle d'audience se trouve au troisième étage. Lorsque la porte s'ouvre, je les vois. Maman, papa, Cindy. Ils sont assis de l'autre côté près de leur avocat. Maman me regarde avec une telle haine que j'en ai le cœur serré. Papa ne me regarde pas du tout, il étudie les papiers devant lui. Cindy est assise à part sur le banc des témoins. Elle est pâle, les mains serrées sur les genoux. La juge, une femme d'environ 55 ans, aux cheveux gris et au visage sévère, entre et tout le monde se lève. Elle s'assoit et frappe avec son marteau. Affaire Mary Caldwell contre Janet et Howard Caldwell. Demande de restitution d'un héritage illégalement approprié. La défense est-elle prête? L'avocat des parents, un homme d'une soixantaine d'années, vêtu d'un costume coûteux, d'une voix assurée, se lève. Oui, votre honneur. Le plaignant est-il prêt? Lancaster se lève. Oui, votre honneur, le procès commence. Lancaster expose notre position. Grand-mère Lenora a laissé un testament dans lequel tous ses biens étaient légués à Mary. Les parents ont falsifié des documents, s'approprié l'argent et l'ont dépensé à leur guise. Nous avons des preuves, le testament original, les faux documents, les virements bancaires.
L'avocat des parents conteste. Il n'y a aucune preuve de falsification, les documents ont pu être modifiés par quelqu'un d'autre. Le plaignant tente d'obtenir de l'argent auquel il n'a pas droit. La première semaine est consacrée au témoignage. Helen Ryder, l'avocate qui conservait une copie du testament, est appelée à la barre. Elle confirme, le testament existait, elle l'a vu, il stipulait que tout revenait à Mary. L'avocat des parents tente de la discréditer, affirmant qu'elle est âgée, que sa mémoire peut lui faire défaut, que la copie n'est pas une preuve. Un employé de banque est appelé à la barre et confirme les virements bancaires. L'avocat des parents affirme que les virements sont légaux, Janet étant l'héritière légale après la disparition du testament original. La deuxième semaine est consacrée à l'expertise des documents. Un expert en écriture examine les signatures sur les testaments originaux et falsifiés. Il affirme que les signatures y sont différentes. Sur le document falsifié, quelqu'un a essayé de copier l'écriture de la grand-mère, mais sans succès. Il y a des différences dans la pression et la forme des lettres. L'avocat des parents fait appel à son expert qui affirme le contraire. Les signatures sont similaires, les différences peuvent être dues à l'âge, au tremblement des mains ou à la maladie. Troisième semaine, Cindy est appelée à la barre, elle entre dans la salle, s'assoit sur la chaise réservée aux témoins. Elle semble tendue, ses mains tremblent lorsqu'elle les pose sur l'accoudoir. Le juge lui demande de prêter serment de dire la vérité. L'avocat des parents commence le premier. Mademoiselle Garland, étiez-vous au courant du testament de votre grand-mère? Non, je l'ai appris récemment grâce à la plainte de ma sœur. Saviez-vous que vos parents avaient reçu un héritage? Oui, mais je pensais que c'était légal. Vos parents ont-ils dépensé cet argent pour vous? Pour vos études, par exemple? Oui, ils ont payé mes études dans une école privée. Donc votre sœur essaie de récupérer l'argent qui a été dépensé pour le bien de la famille. Lancaster se lève. Objection, votre honneur, l'avocat manipule le témoin, le juge hoche la tête, je vous donne raison, reformulez la question. L'avocat des parents s'assoit, Lancaster se lève et s'approche de Cindy. Mademoiselle Garland, saviez-vous que vos parents avaient acheté une maison au bord du lac avec l'argent qui était destiné à votre sœur? Cindy reste silencieuse pendant quelques secondes. Elle regarde ses parents, puis moi, puis elle dit: je n'en avais aucune idée, je ne me suis jamais intéressée à la provenance de l'argent. Elle le dit calmement, sans émotion. Elle ne ment pas, mais elle n'aide pas non plus. Elle oscille entre les deux, essayant de s'en sortir indemne. Lancaster n'insiste pas, il la laisse partir. Cindy s'en va sans me regarder. Quatrième semaine, je suis appelée à témoigner. Je suis assise sur une chaise, je regarde le juge, les avocats, mes parents. Ma mère me regarde avec mépris, mon père ne lève pas les yeux. Lancaster me pose des questions sur ma grand-mère, sur ce que je savais du testament, sur la façon dont j'ai appris la vérité. Je réponds clairement, j'essaie de ne pas trembler. Puis l'avocat de mes parents commence le contre-interrogatoire. Mademoiselle Caldwell, vous affirmez que vos parents ont volé votre héritage, mais n'est-il pas vrai que vous avez échoué à l'examen d'entrée à la faculté de droit et que vous en accusez vos parents? Je ne les accuse pas d'avoir échoué à l'examen, je les accuse de vol. N'est-il pas vrai que vous en voulez à vos parents parce qu'ils soutenaient davantage votre sœur? J'en veux à mes parents parce qu'ils ont volé mon argent. N'est-il pas vrai que ces documents que vous avez fournis au tribunal pourraient avoir été falsifiés par vous? Lancaster se lève. Objection, l'avocat accuse ma cliente sans preuve. Le juge acquiesce. Je soutiens. Maître, tenez-vous-en au fait, le procès dure encore 2 semaines. Témoignages, expertise, dispute. Chaque jour, je m'assois dans la salle d'audience et j'écoute mes parents essayer de me détruire. Ils disent que j'ai toujours été une enfant à problème, que j'invente des histoires, que j'essaie d'obtenir de l'argent que je ne mérite pas. Mais Lancaster tient bon. Il défend notre cause calmement, méthodiquement. Il montre des documents, appelle des témoins, réfute chaque argument des parents. Et enfin, 2 mois après le début du procès, le juge rend son verdict. Nous nous levons tous. Le juge lit le verdict lentement, clairement. La Cour a examiné toutes les preuves, les témoignages, les conclusions des experts. La Cour estime que la plaignante, Mary Caldwell, a prouvé son droit à l'héritage. Les documents fournis par la défense ne sont pas convaincants. L'expertise a confirmé la falsification du testament. Le tribunal décide que les défendeurs, Janet et Howard Caldwell, sont tenus de verser à la plaignante la somme de 170 000 dollars à titre de compensation pour l'héritage illégalement approprié. Le paiement doit être effectué dans un délai de 6 mois. Le juge frappe avec son marteau. L'audience est close. Je reste assise, je n'arrive pas à y croire. J'ai gagné, nous avons gagné. Lancaster me serre la main et me sourit. Félicitations. Je regarde mes parents. Maman est assise, le visage pâle, les lèvres tremblantes. Papa lui tient la main. Cindy se tient près de la sortie et me regarde. Dans ses yeux, je lis quelque chose qui ressemble à de la pitié. Je sors du tribunal et sens le vent froid sur mon visage. Je me tiens sur les marches et regarde la ville. J'ai gagné. Mais alors pourquoi me sens-je si vide à l'intérieur? Les mois suivants sont consacrés aux négociations sur le paiement. Mes parents n'ont pas cette somme en espèces. Ils doivent vendre leur maison au bord du lac. Lancaster dit qu'ils essaient de faire traîner les choses, mais le tribunal ne leur fait aucun cadeau. Un jour, Cindy m'appelle. Mary, il faut qu'on parle. De quoi? De mes parents. Ils sont en train de se détruire. C'est leur choix. Maman reproche tout à papa. Elle dit que c'est lui qui a insisté pour acheter la maison. Papa dit que c'est elle qui a falsifié les documents. Ils ne se parlent plus. Ils vivent sous le même toit, mais comme des étrangers. Et qu'est-ce que tu attends de moi? Pause.
Rien, je voulais juste que tu le saches. Elle raccroche. Je reste assise, le téléphone à la main, avec une sensation de lourdeur dans la poitrine. Ils sont en train de se détruire. Et j'y suis pour quelque chose. 4 mois après la décision du tribunal, je reçois la première tranche du paiement. 170 000 $, moins les honoraires de Lancaster, moins les frais de justice. Il reste environ 130 000 $. Je suis à la banque, le chèque à la main. Je regarde les chiffres, c'est ce pourquoi je me suis battue, c'est ma victoire. Mais alors pourquoi est-ce que je me sens si vide à l'intérieur? Tante Lucie m'appelle. Mary, j'ai appris la nouvelle, tu as gagné. Oui. Ça va? Je ne sais pas. Elle reste silencieuse pendant quelques secondes. Viens me voir, on en discutera. D'accord. Le soir même, Nolan m'appelle. Mary, félicitations pour ta victoire. Merci. Tu n'as pas l'air heureuse. Je ne sais pas ce que je ressens. Tu veux en parler? Peut-être plus tard. Je me couche, je regarde le plafond. J'ai gagné, j'ai de l'argent, la justice a été rendue, mais le prix à payer est élevé. J'ai perdu ma famille. Ma mère me déteste. Mon père ne me donne plus de nouvelles. Cindy essaie de rester neutre, mais je sais qu'elle est de leur côté. Elle l'a toujours été, et elle le sera toujours. Je ferme les yeux, j'essaie de m'endormir, mais les pensées tourbillonnent, ne me laissent pas tranquille. Et maintenant, j'ai de l'argent, mais qu'est-ce que je vais en faire? Créer une entreprise, déménager dans une autre ville, commencer une nouvelle vie, ou peut-être que j'arrête que c'est déjà une vie sans famille, une vie où je suis seule, où personne ne m'humilie, ne me compare à quelqu'un d'autre, ne vole mon avenir. Est-ce la liberté ou la solitude? Je ne connais pas la réponse. Mon téléphone vibre, un message provenant d'un numéro inconnu, je l'ouvre, c'est papa. Je suis désolée. 2 mots, rien de plus. Je regarde l'écran longtemps, puis je supprime le message, je ne suis pas prête. Peut-être que je ne le serai jamais. Je me lève, je m'approche de la fenêtre. La ville dort, les rues sont vides, seules quelques voitures passent de temps en temps. Quelque part, mes parents sont assis dans leur maison, ils ne se parlent pas, ils s'accusent mutuellement de ce qui s'est passé. Quelque part, Cindy essaie de maintenir une relation avec eux afin de ne pas perdre son héritage. Quelque part, Trace Holloway est à l'hôpital, comptant ses derniers jours. Et je suis là, dans mon petit appartement, avec un chèque de 130 000 $ dans mon sac, la gagnante, celle qui a tout perdu pour gagner et qui ne sait plus quoi faire maintenant. 1 an et demi après le procès. Je me tiens près de la fenêtre de ma pizzeria, je regarde la rue. L'enseigne au-dessus de l'entrée, l'Enora Pizza, brille d'une lumière jaune et chaleureuse. J'ai donné à cet établissement le nom de ma grand-mère. Je sentais que c'était ce qu'il fallait faire. La pizzeria est petite, 10 tables, une cuisine ouverte, une ambiance chaleureuse. Je ne voulais rien de prétentieux, juste un endroit où les gens peuvent venir manger une bonne pizza et se détendre. L'argent de l'héritage m'a permis de louer le local, d'acheter du matériel et d'embaucher 2 employés. Marc, le cuisinier, et Tessa, la serveuse. Les premiers mois ont été difficiles. Je ne savais pas comment gérer une entreprise, je faisais des erreurs. Parfois, j'avais envie de tout abandonner. Mais Nolan m'a aidé. Il a créé un site web, configuré les réseaux sociaux, m'a appris à gérer les commandes en ligne. Nous passions nos soirées ensemble à calculer les dépenses, planifier les menus, chercher des fournisseurs. À un moment donné, entre la discussion du prix de la mozzarella et le choix du design du menu, nous sommes devenus un couple, sans drame, sans grande déclaration. Un soir, il m'a simplement embrassée et j'ai compris que c'était ce que je voulais. En ce moment, il est assis à une table près de la fenêtre, travaillant sur son ordinateur portable. Parfois, il lève la tête, croise mon regard et me sourit. C'est la tranquillité que j'ai recherchée toute ma vie. Cindy m'écrit une fois par mois, de courts messages. Comment ça va? J'ai entendu dire que la pizzeria marchait bien. Joyeux anniversaire. Je réponds poliment mais brièvement. Ma mère ne donne pas de nouvelles. Selon la rumeur, elle vivrait dans un petit appartement à la périphérie de Portland et travaillerait à mi-temps dans une clinique dentaire. Ma tante Lucie dit l'avoir vue il y a un mois au supermarché. Elle avait vieilli, ses cheveux étaient redevenus gris et elle avait l'air fatiguée. Mais elle n'a pas de problème. Mes parents ont accumulé suffisamment d'argent au fil des ans, donc le paiement ne les a pas autant affectés qu'il aurait pu. Ils auraient toujours pu m'aider financièrement sans trop de difficultés. Mais ils ne l'ont fait que lorsque je les y ai contraints. Je n'aurais probablement pas porté l'affaire devant les tribunaux si mes parents avaient dépensé au moins une partie de leur héritage pour moi, vraiment pour moi, et non pour Cindy ou pour eux-mêmes. Mais cela n'a pas été le cas, alors à quoi bon réfléchir? Mon père m'écrit, pas souvent, une fois tous les 2 mois, bref, sans excuse. Il me raconte simplement sa vie, qu'il a déménagé dans une petite maison, qu'il travaille comme consultant dans une entreprise de construction, qu'il essaie de trouver la paix. Parfois, mais il me demande comment va la pizzeria, si tout va bien, si j'ai besoin d'aide. Je réponds en une ou deux phrases, merci, tout va bien. La pizzeria marche bien. Ce n'est pas une réconciliation, mais je ne suis pas prête à le rayer complètement de ma vie. Peut-être un jour, ou jamais. Un matin, en ouvrant mon courrier, je vois une lettre d'un cabinet d'avocats. Mon cœur se serre. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je l'ouvre, c'est un avis concernant le testament de Trace Holloway. Il est décédé il y a 2 semaines et il m'a laissé quelque chose. Je me rends au cabinet d'avocats le lendemain, je suis accueillie par une jeune femme d'une trentaine d'années qui se présente comme Emma Holloway, la fille de Trace. Elle me tend une petite enveloppe. Papa m'a demandé de vous la remettre en main propre. Je l'ouvre. À l'intérieur se trouve une vieille photo. Je suis petite. J'ai 3 ou 4 ans, assise sur les genoux de ma grand-mère Lénora. Elle sourit, me serre dans ses bras. Je regarde l'appareil photo avec tant de confiance, tant d'amour. Je retourne la photo. Au dos, une inscription de la main de Trace. Elle serait fière de toi.
Je suis assise dans ma voiture, garée près du cabinet d'avocat, je tiens la photo dans mes mains et je pleure. Pour la première fois depuis des mois. Je retourne à la pizzeria le soir. Marc prépare une grande commande de pizza, Tessa sert les tables, tout se passe comme prévu. Je reste debout et je regarde les gens, ils rient, mangent, discutent. C'est mon travail, je l'ai créé, mon téléphone vibre. Un message de Nolan, je sors dans un quart d'heure, tu veux aller te promener? Je réponds, oui. Dehors, le soir tombe. L'automne à Portland est toujours magnifique. Les feuilles jaunes, l'air frais, l'odeur de la pluie. Je regarde la ville et je pense à tout ce qui a changé en un an et demi. La porte de la pizzeria s'ouvre, un homme entre, je lève la tête et je m'arrête net. Papa. Il se tient près de l'entrée, un bouquet de chrysanthèmes jaunes à la main et me regarde timidement. Il a vieilli, ses cheveux sont plus gris, ses rides autour des yeux plus profondes. Il est habillé simplement, un jean, une veste sombre. Nous nous regardons pendant quelques secondes. Mon cœur bat la chamade, mes mains tremblent. Je ne sais pas quoi ressentir. De la colère, de la douleur, du soulagement. Il fait un pas vers moi. Bonjour Mary, bonjour. Je peux m'asseoir? Je le regarde longuement, puis j'acquiesce. Tu peux. Il s'assoit à la table près de la fenêtre, pose les fleurs sur la chaise à côté. Marc sort de la cuisine et me regarde d'un air interrogateur. Je hoche la tête pour lui dire que tout va bien. Je m'approche de la table de papa. Tu veux quoi? Une bière. S'il y en a, il y en a. Je lui apporte une bière et la pose sur la table. Il regarde le verre, puis me regarde. Merci. Je m'assois en face de lui, nous restons silencieux, nous sommes simplement assis là, coexistant dans le même espace. C'est étrange de le voir ici, à ma place, une place que j'ai créée sans eux. C'est un bel endroit, dit-il enfin. Merci. Tu l'as nommé en l'honneur de ta grand-mère. Oui. Il hoche la tête, boit sa bière à petites gorgées. Elle serait fière de toi. C'est la deuxième fois aujourd'hui que j'entends ces mots, et je sens à nouveau quelque chose se serrer dans ma poitrine. Peut-être. Il regarde par la fenêtre, puis me regarde à nouveau. Mary, je ne suis pas venue pour demander pardon, je sais que ce que nous avons fait, ce que j'ai fait, ne peut être réparé par des mots. Alors pourquoi es-tu venu? Il reste longtemps silencieux. Parce que je veux essayer, pas de revenir en arrière, juste de commencer quelque chose de nouveau, si tu me le permets. Je le regarde, je vois l'homme qui a détruit mon enfance, qui a volé mon argent, qui est resté silencieux quand ma mère m'humiliait. Mais je vois aussi un homme qui a vieilli, qui a perdu sa femme, qui est assise ici seul, avec un bouquet de fleurs et qui demande une chance. Je ne sais pas si je pourrais pardonner, dis-je doucement. Je sais, je ne te demande pas ça. Alors que veux-tu? Il me regarde dans les yeux. Juste m'asseoir ici parfois, boire une bière, parler de choses simples, du temps, du travail, de choses comme ça. Pas du passé, juste être. Je réfléchis longuement, puis j'acquiesce. Il sourit faiblement. Nous restons assis encore 15 minutes à parler de choses insignifiantes. De la pizzeria, de son travail, du temps. C'est gênant, tendu, mais c'est un début. De quelque chose. Pas encore la paix, mais peut-être la fin de la guerre. Derrière la fenêtre, Nolan sort du bâtiment d'en face, regarde la pizzeria, m'aperçoit à travers la vitre. Il me fait signe de la main, sourit. Je lui souris en retour, papa me regarde. C'est ton petit ami? Oui, il a l'air gentil. Il est gentil. Papa hoche la tête, finit sa bière, se lève. Il est temps que j'y aille. Merci de m'avoir laissé m'asseoir. De rien. Il prend les fleurs et me les tend. C'est pour toi, pour te porter chance. Je prends le bouquet et regarde les chrysanthèmes jaunes. Merci. Il se dirige vers la sortie, s'arrête près de la porte, se retourne. Mary? Oui. Je suis vraiment fière de toi, même si je n'ai pas le droit de l'être. Il sort sans attendre ma réponse. Je reste assise avec les fleurs dans les mains, je le regarde s'éloigner dans la rue, disparaître au coin. Nolan entre dans la pizzeria, s'assoit en face de moi. C'était ton père? Oui. Comment tu te sens? J'y réfléchis. Je ne sais pas, mais ça va, je crois. Il prend ma main, la serre. Tu es forte. Parfois, je ne me sens pas forte. Mais tu l'es. Nous sommes assis, nous nous tenons la main, nous regardons la rue. La vie continue. Les gens passent, les voitures roulent, le vent souffle les feuilles. Je suis libre, j'ai créé ma vie. J'ai une entreprise dont j'ai quelqu'un qui m'aime, j'ai un avenir qui m'appartient, le passé n'a pas disparu. Il sera toujours là dans les cicatrices, dans les souvenirs, dans la douleur qui revient parfois, mais il ne me contrôle plus. Je m'appelle Mary Caldwell, j'ai 30 ans, je suis propriétaire d'une pizzeria. Je suis la fille de parents qui m'ont trahi, je suis la sœur d'une femme qui a choisi le silence, mais surtout, je suis moi-même et cela me suffit. Mon téléphone vibre, un message de Cindy. J'ai entendu dire que papa était venu te voir. Comment ça s'est passé? Je regarde l'écran pendant un long moment, puis j'écris ça s'est bien passé, on en parlera une autre fois. La réponse arrive une minute plus tard. Oui, une autre fois. Peut-être une autre fois, ou jamais. Mais la porte n'est pas fermée pour toujours. Elle est juste entr'ouverte, et ça aussi, c'est normal. Nolan m'embrasse sur la joue. Prête à partir? Oui. Nous sortons de la pizzeria, Marc reste pour fermer. La rue est fraîche, elle sent la pluie et l'automne. Je tiens la main de Nolan et nous marchons sans but précis. Nous marchons tout simplement. Quelque part, mes parents vivent séparés, essayant de trouver la paix. Quelque part, Cindy construit sa vie, choisissant entre sa famille et sa conscience. Quelque part, grand-mère Lénora me regarde d'en haut et sourit peut-être. Et moi, j'avance vers mon avenir qui m'appartient enfin à moi seule, et c'est la plus belle victoire qui soit.